Bonjour à tous. Alors, bienvenue à notre midi rencontre organisée par l'Arbre du Voyageur. Je rappelle que l'Arbre du Voyageur est un organisme qui s'adresse aux individus et aux familles de tous horizons issus des communautés antillaises et afrodescendantes et nous proposons de les accompagner dans leurs différentes étapes par rapport à leur processus migratoire. Notre mission, c'est principalement d'outiller et de sensibiliser tous nos ressortissants, qu'ils soient antillais ou afrodescendants, à l'esprit entrepreneurial, qui est un moyen d'intégration socio-économique, à les soutenir et contribuer aussi au développement entrepreneurial des communautés antillaises et afrodescendantes qui viennent s'installer dans ce territoire, que ce soit le Québec, Montréal, le Canada at large, puisque notre organisme est pan-canadien, et de développer également le leadership des communautés antillaises et afrodescendantes par une approche solidaire. Nous sommes toujours ravis de pouvoir souligner également des réussites au sein de notre communauté antillaise, des succès, des personnes qui entreprennent, mais des personnes aussi qui sont reconnues et qui sont également présentes pour contribuer à ce Québec qui les a accueillis. Et pour ce faire, je reçois aujourd'hui Audrey Delin, d'origine guadeloupéenne, qui est diplômée en ressources humaines et un master en analyse d'affaires en technologie. Audrey, elle est directrice des comptes TI au sein d'une firme de recrutement et nous irons en détail plus en détail tout à l'heure. Hein. Et elle a récemment obtenu le titre de Top Montreal Recruiter Award Winner 2020, qui est le top 100 des recruteurs en Amérique du Nord. Alors, bonjour Audrey. Bonjour Sabine. Comment ça va? Super, super. Ça va bien. Merci. Oui. Alors, je disais que tu es directrice des comptes TI, mais avant d'arriver à dans cette carrière, on va faire un petit survol ensemble. Voilà, je veux nommer l'année 2009. Alors, parle-nous de cette année 2009. Qu'est-ce qui se passe? Un classique. J'ai eu mon bac en Guadeloupe. Je venais à peine d'avoir 18 ans. Et puis bon, voilà, j'ai toujours su que j'allais être parmi ceux qui allaient découvrir d'autres horizons. Puis je voulais sortir de ma zone de confort et justement pas rester dans la métropole ou au sein de l'Europe. Voilà, donc Montréal a été pour moi un choix en fait d'une bonne ville estudiantine en fait reconnue pour ça. Donc je suis arrivée en 2009, voilà, en tant qu'étudiante étrangère qui commence son bac, comme on dit ici, qui est une licence chez nous, donc très classique. D'accord, donc là, tu te retrouves ici, tu vas entamer des études supérieures. Tes études supérieures vont durer combien de temps à peu près? En fait, normalement, c'est 3 ans, un bac, mais évidemment, j'ai été je ne sais pas si tu te souviens, Sabine, je crois que tu étais déjà là, mais on a eu une période des casseroles où il y a eu Oui, une grosse grève estudiantine au Québec. des étudiants, ouais, le printemps étudiant, là, ouais. Exactement, en fait, ils se sont battus on s'est battus pour la non-augmentation des droits de scolarité, exactement. Donc voilà, donc je fais partie de cette cohorte-là. Donc pendant un laps de temps, ma session a été interrompue. Donc et là, évidemment, on commence à avoir les premières les premières difficultés parce qu'on se sent seul, parce que finalement, on doit expliquer à l'immigration pourquoi est-ce qu'on n'a pas fini nos études alors que c'est une grève générale qui bloque le pays. Donc là, ça a été les premières embûches où on nous dit non, mais vous devez terminer votre bac tout le temps. Enfin, voilà. Donc là encore, on est déjà dans un combat entre l'immigration et la réalité, l'école, etc. Donc voilà, disons un peu plus de 3 ans à cause de ça. Quoi. Mais en dehors de cet aspect, il y a eu cette manifestation pour revendiquer la diminution des frais de scolarité qui était assez élevée à cette période-là et finalement qui a donné aussi ses fruits, hein, parce que ça a permis que les frais soient revus pour pouvoir donner l'accès à l'éducation à plus de monde. Est-ce que dans tes champs de programmes, de tes spécialisations, notamment ressources humaines, et par rapport à actuellement ton métier, est-ce que ça t'a donné, tu as rencontré des défis déjà pour pouvoir bien assurer ton programme. Est-ce que ces défis rencontrés, tu te dis finalement ça va en valer la peine puisque tu as pu transférer ces connaissances-là dans ton domaine? En fait, dans mon domaine actuel, mon domaine, voilà, donc on est vraiment, oui, au sein d'une firme de chasseurs de tête, mais ça reste un domaine très business où j'ai pas, en fait, le côté
gestion, par exemple, légale au niveau des candidats, en fait. Donc, je n'ai pas cet aspect-là vu que je fournis un service à des compagnies qui cherchent des profils spécialisés. Donc, je n'ai pas développé de compétences à ce niveau-là, au niveau des migrations, etc. Et non, je n'ai pas eu à les… Alors après, d'un rapport quelqu'un à quelqu'un, puis justement, c'est drôle que tu m'en parles, mais quand finalement, on accompagne des gens, on doit de toutes les façons créer des liens avec des gens. Oui, je peux, j'arrive à me connecter facilement avec des gens, des candidats qui ont des genres de soucis-là, et moi, je les aide un peu plus personnellement, on va dire, dans le sens où je leur donne un peu tout ce que je sais finalement. Mais oui, définitivement, ça m'aide, même si officiellement mon rôle ne couvre pas cette tâche-là. Donc là, effectivement, tu commences à un peu décrire les tâches qui sont liées à ton poste. Si tu es dans une firme de recrutement qui est spécialisée dans le recrutement du secteur des TI. Alors, TI, j'aimerais aussi qu'on vienne un petit peu là-dessus. Est-ce que, parce qu'on sait toujours que TI, c'est le secteur des technologies de l'information et les gens ont tendance à penser que ça touche principalement à la fabrication des ordinateurs ou bien la conception de jeux vidéo. Mais on sait que ça va au-delà de ça, là, maintenant. Ça s'arrête pas que à ce domaine-là. Alors, comment se déroule justement le processus de mise en candidature? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe, tes tâches liées à ce poste-là? Alors, donc en fait, c'est sûr que les TI, c'est un monde qui s'apparaît, tant qu'on n'y est pas, ça paraît très loin, très compliqué. Puis c'est vrai que c'est un monde, d'ailleurs, même quand pour y percer, en fait, en tant que chasseur de tête, parce que ça existe dans tous les domaines, souvent on dit, ouais, mais si vous n'avez pas fait de TI avant, vous n'allez pas pouvoir intégrer les TI parce qu'il y a trop de choses complexes à comprendre. Donc même à ce niveau-là, au niveau de mon parcours, moi j'ai vraiment voulu aller là-dedans. J'ai dû vraiment faire mes preuves là pour dire, mais donnez-moi ma première chance pour connaître le domaine d'activité. En fait, les technologies de l'information, ça regroupe tout. En fait, avant, on disait l'informatique, tout simplement, en fait. Ça regroupe toute l'informatique. Donc, on parle autant de tout ce qui est infrastructure, mais plus tout ce qui est physique, tout ce qui est les serveurs, tout ce qui est les postes, les périphériques, etc., tout ce qui est réseau, autant de tout ce qui est applicatif, c'est-à-dire le web, les applications, les sites web, les gros systèmes d'information qui soutiennent en général les 90% des processus d'affaires des compagnies. La sécurité informatique, notamment, c'est ça? La sécurité également informatique, ça peut être, oui, des applications, la sécurité, ça peut être tout ce qui est mobile, tout ce qui est device, ça peut être aussi les jeux vidéo, ça peut être aussi tout ce qui est, en fait, il faut savoir qu'en technologie, souvent, il y a la notion de projet qui va émerger. Donc, toutes les grandes compagnies qu'on connaît, l'un des départements les plus importants, ça va être le département des TI, parce que ça, comme je dis, ça soutient tout ce qui se passe à l'interne de la compagnie, puis des fois tout ce qui se passe à l'externe quand c'est une compagnie qui développe un produit externe. Mais bref, en fait, ça recouvre tout ça, en fait. C'est énorme. Puis en termes de métier, la liste est aussi innombrable. On peut parler de gens qui s'occupent du technicien, là, qui va vraiment faire des tâches niveau 1, niveau 2, au niveau du support des utilisateurs d'une compagnie. On peut parler d'administrateur qui fait vraiment, lui, la configuration des systèmes. On peut parler des gens qui font des développeurs qui développent des applications. On peut parler des gestionnaires de projets qui, eux, s'occupent de tout, de faire avancer un projet, de gérer les parties prenantes. Des analystes, comme moi, ceux que j'ai étudiés, qui vraiment, eux, vont s'assurer à chaque fois que quand on construit une solution, elle répond aux besoins d'affaires, qui fait le lien, qui fait la réingénierie des processus d'affaires d'une compagnie. Comme on dit, on peut parler aussi des jeux vidéo, on peut parler des fois des systèmes qui sont autant embarqués, enfin, comment dire, des systèmes qui vont être contrôlés par l'informatique, mais qui vont exister physiquement. On dit qu'ils sont embarqués, ça peut être la simulation des vols en aéronautique. En fait, il y en a partout, des TI, partout. C'est ça le truc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et justement, à cause de ça, ça fait que c'est un domaine d'activité qui touche vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de corps de métier. Et c'est pour ça qu'en fait, les gens se spécialisent de plus en plus, puis dont une firme de chasseurs de tête en technologie, quoi. Bon, alors pour faire ça simple, ok, Ouais. Audrey, tu reçois des candidatures, ok? Tu reçois des candidatures avec des profils par rapport à ce domaine dans la technologie, comme tu le disais, qui est at large, qui brasse beaucoup, beaucoup de corps de métier. Comment tu t'assures que cette candidature-là que tu reçois
va pouvoir optimiser ses chances d'avoir le poste par rapport à une offre qui a été transmise par l'employeur. Quel est le rôle que toi, tu vas jouer dans ça, entre l'employeur et le candidat? C'est quoi tu vas aller chercher? Comment tu vas aller chercher les caractéristiques de ça? Alors, en fait, ça se passe un petit peu de l'autre sens, dans le sens où les compagnies viennent faire affaire à nous parce qu'elles ont un besoin particulier qui demande justement une connaissance du domaine et justement, ils sont pas capables à l'interne de le faire avec leurs ressources ou leur RH. Donc, nous, on parle toujours d'un besoin client. Donc, des fois, je travaille avec des compagnies, des multinationales qui vont implanter du 5G, qui me demandent des data scientists, des gens qui font de l'intelligence artificielle, etc., parce que c'est un peu peut-être nouveau, etc. Donc, on part à chaque fois d'un besoin. Nous, notre rôle, c'est de vraiment s'assurer de comprendre le besoin d'affaires, le besoin au niveau personnalité, de fit, la culture d'entreprise du client en face. En général, on parle à des directeurs TI, avec des ressources humaines ou avec des chefs technologiques. Et notre rôle, c'est vraiment à la base, une fois qu'on a essayé de créer un lien, de cerner le besoin et de voilà de conseiller aussi cette personne sur le marché, parce que des fois, ce qu'il demande n'existe pas. Là, on commence un processus de chasse de tête. On est dans la chasse de tête parce que ce sont des profils qui sont rares et que le marché est agressif et qu'en plus, on est dans un marché québécois qui veut que il y a plus de demandes que d'offres. En gros, le taux de chômage est très bas, mis à part, on oublie un peu la période post-Covid, mais là, enfin Covid, mais de toutes les façons, ça touche pas les métiers spécialisés, ça a touché plus les métiers dans le service, malheureusement. Mais voilà, la réalité sur le marché de l'emploi reste le même. Donc, c'est cette conjoncture-là qui fait que, bon, ben, tout de suite, on est en chasse de tête. Alors, à partir de ce moment-là où on a compris un besoin, nous, notre rôle, c'est vraiment un peu de faire on a des outils, de faire des stratégies, en fait, de recherche avec parce qu'en fait, qui dit technologie dit beaucoup de noms d'outils, de techniques, de technologies, etc. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à aller chercher les gens. Et évidemment, on utilise notre grand réseau LinkedIn, mais on a beaucoup d'autres choses. On a aussi un bassin auquel on profite. Et à partir de ce moment-là, qu'on fait la chasse, mais là, on va essayer d'attirer les gens. Donc là aussi, c'est toujours dans un contexte de chasse de tête. C'est rare qu'on reçoit des candidatures. On en reçoit, ça arrive, mais voilà, on est tout le temps à la recherche. Donc, c'est vraiment l'idée de cibler en fonction des compagnies, en fonction des fois des spécialisations des gens. On connaît bien les compagnies qui sont spécialisées dans telle technologie, par exemple en cybersécurité ou autre. On cible, on se crée de toutes les façons un réseau avec le temps. Et une fois que c'est fait, l'idée là, c'est vraiment de rencontrer la personne, évidemment virtuellement, et puis de valider un profil, valider des projets, valider des technologies utilisées, valider quel a été le rôle vraiment de la personne au sein d'une équipe, c'est quoi ses méthodologies de travail, c'est quoi sa culture d'entreprise, enfin sa culture, enfin, qu'est-ce qu'elle recherche en termes de culture, donc est-ce que c'est pas le mieux, est-ce que c'est quelqu'un qui est très autonome ou quelqu'un qui est voilà plus un doueur, enfin il y a tellement de choses à valider, mais de toutes les façons on parle toujours d'un besoin, puis après on va rencontrer, en tout cas on va essayer de rencontrer un certain nombre de personnes. Et après, ben là, c'est à nous de vraiment faire un travail de coaching. Parce qu'en fait, les gens, des fois, on parle à des profils qui sont extraordinaires, qui font de la science de données, qui ont des doctorats et qui ne savent pas du tout se présenter en entrevue. Donc, nous, notre rôle, c'est de vraiment dire, voilà, ce qui est intéressant dans ton profil, c'est ça, ça, ça. Voilà, ce que tu dois devoir mettre en valeur de telle façon, le client en face, ce qui valorise, c'est ça. Donc, en fait, aider les gens à avoir le maximum de chances en restant eux-mêmes, mais faire valoir ce qu'ils ont, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est notre rôle. Donc, on est vraiment entre deux, quoi, parce que finalement, on aime dire souvent qu'on a deux clients, parce que même le candidat qui a plusieurs offres sur la table, enfin, moi, c'est mon client également, parce que moi, mon idée, c'est de vraiment lui trouver aussi le meilleur match entre les deux. Donc, des fois, si c'est pas pour cette opportunité-là, ça peut être pour une autre, en fait. Mais l'idée, c'est que vraiment, une fois que je crée un lien avec la personne, que je comprends un petit peu plus, c'est quoi, qu'est-ce qui valorise lui, dans quel environnement il se sent le plus à l'aise à travailler, à fonctionner, quelle technologie tu vas aller toucher demain. Ben, comme j'ai les deux mondes, les employeurs et les candidats, je peux après faire des matchs. Donc, c'est vraiment un rôle de matchmaker, vraiment. Donc là, il y a vraiment aussi, de ce que je comprends et de ce que j'entends, c'est que tu dois établir un lien de confiance. Un lien de confiance entre le candidat et entre l'entreprise aussi qui est à la recherche du candidat idéal. Absolument. Puis des fois, on a des rôles vraiment
chef technologique, des rôles de CTO, des choses comme ça, des rôles de directeur. On a toutes sortes, mais on a aussi beaucoup ces rôles-là, ou alors des rôles techniques qui font que ces personnes-là vont assurer leur transformation numérique pour leur prochain produit. Donc, c'est extrêmement stratégique pour eux. Donc, nous, on doit, surtout en tant que directrice de compte, c'est que je fais le pont entre les deux et je dois rassurer mon client en face, qui a des besoins, qui a des livrables, qui a un budget et qui a une direction, ou si c'est pas la direction qui doit livrer, et gérer les attentes d'un candidat, tout en sachant qu'on parle de quelqu'un qui se fait chasser de toutes les façons, parce que c'est le contexte, quoi. Donc, c'est vraiment, c'est un métier de défi. C'est un métier il faut, en fait, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais c'est beaucoup de stress, mais ça dépend, en fait. Enfin, ça dépend vraiment du type de personnalité. Moi, je fonctionne bien dans ça, en fait, dans le sens où j'aime beaucoup les défis, le fait que, bon, là, j'ai un nouveau poste, une nouvelle techno, c'est très nouveau, moi-même, je connais pas trop. Allez, il faut que j'apprenne rapidement, il faut que je serre le marché, puis il faut que je trouve la meilleure personne. Voilà, donc c'est très challengeant, mais voilà, c'est pour les gens qui aiment ça aussi, voilà, tout simplement. Je te sens passionnée, Audrey, dans ton travail. Je me suis passionnée. Tu l'es, hein? Et je pense que c'est un peu pour ça, finalement, que au niveau de ce concours qui existe, qui est un concours qui vient récompenser ou qui vient souligner ou trouver parmi plusieurs personnes qui sont dans le même domaine que toi, de souligner leur initiative dans cette profession-là, puisque tu es arrivé finaliste en fait à un concours que tu l'as gagné ensuite, oui. Mais j'aimerais savoir, dis-nous tout, Audrey. Tu n'avais aucune idée déjà que ta candidature allait être soumise, hein? On s'entend. Oui, c'était une surprise, elle a été soumise sans mon approbation. Non, mais en fait, c'est mon employeur qui m'a choisi. Donc déjà, en fait, pour moi, la reconnaissance vient de là. Que mon employeur me choisisse dans l'équipe comme étant la personne qu'il a envie de pousser dans un concours nord-américain. Moi, déjà, c'est déjà énorme pour moi. En fait, le plus important, c'est d'être reconnu par ses pairs, parce que voilà, c'est la réalité, c'est quelqu'un qui connaît tout, qui voit tous les jours travailler, etc. Donc je pense que ça, les résultats ont bien aidé autant résultats que attitude, parce que c'est aussi ça en fait. Oui, c'est technique, mais on est au cœur de l'humain. Comment est-ce qu'on arrive à créer des relations de confiance et d'affaires avec des gens très business et avec des humains au final, quoi, dans des périodes où ils sont le plus en vulnérabilité, parce que en fait c'est stressant de toute façon, c'est stressant de poursuivre un processus pour le poste qu'on veut. Donc c'est là qu'on vient se placer un peu comme des fois je suis la psychologue, je suis la sœur, je suis des fois de candidats qui à la base sont des gens très technocrates en fait, donc c'est intéressant. Mais en fait, bref, j'ai été inscrite par mon employeur, donc à ma grande surprise, et en fait le concours, ce qui est un concours nord-américain, pour lequel il y a un premier tri top 100 dans lequel j'ai fait partie, et les prix sont décernés par ville. Et donc j'ai eu la chance pour le prix des firmes de chasseurs de tête, j'ai eu la chance d'avoir gagné pour Montréal, tout simplement. Donc, c'est génial, quoi. C'était inattendu. Puis, de toute façon, j'avais pas tellement d'attentes, vu que pour moi, c'était déjà gros d'être inscrite. Je me suis dit, c'est génial, c'est suffisant pour mon CV. Mais de là, avoir le titre. Avoir le titre et être nominé, là, c'était pour toi une nouvelle, une chose, une expérience que tu n'imaginais pas. Alors, comment tu vis maintenant cette expérience-là, en plus, avec cette nomination? Ben oui, parce qu'on est tellement nombreux, il y en a beaucoup. Montréal, c'est grand. Montréal, c'est la ville, il y a énormément de chasseurs de tête, il y a énormément de personnes en TI, de firmes de concurrence. Voilà, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous participé, hein, évidemment, il faut comprendre, pour participer, il faut s'inscrire, c'est clair. Mais quand j'ai vu les profils qu'ils ont eus les années d'avant, etc., je me suis dit, waouh, c'est quand même valorisant. Donc, oui, très, très reconnaissante. Et sur quels critères les juges devaient porter alors leur analyse? Est-ce que tu as su un peu comment? Qu'est-ce qui a quelque part permis, enfin, qu'est-ce qui a attiré au niveau du jury ta candidature, ton profil? Je pense que c'est beaucoup. Alors, je les connais pas par cœur, ils ont un certain nombre de valeurs qu'ils mettent en avant. Donc, la performance, aussi les chiffres et tout ça, la capacité à créer des liens de confiance, la capacité à comprendre, connaître le marché, son domaine d'activité, puis les valeurs humaines, d'authenticité, etc., et la passion. C'était ça les critères.
Mais ce qui est intéressant dans ce concours, c'est que c'est pas un concours pour lequel, je veux dire, ma famille peut voter pour moi, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment les gens qui me poussent en laissant leurs recommandations, etc., qui sont vérifiés par la suite. C'est vraiment des gens avec qui j'ai collaboré et beaucoup au niveau client, des anciens clients ou des clients présents, au niveau des candidats, des gens placés, etc. Donc, c'est encore une fois, concrètement des gens avec qui ont eu l'expérience, en fait, avec moi, de collaborer. Et voilà, donc basé sur ces critères-là, voilà, c'était ça. Donc, il s'agit en fait de ça. Il y avait des recommandations à collecter là, de personnes qui ont eu l'occasion d'avoir accès à tes services, d'avoir accès à tes conseils, d'avoir accès d'avoir observé aussi dans le cadre de ta profession et qui t'ont remarqué. Et c'est ça aussi qui aide pour montrer, moi, le conseil que j'aurais à te demander, effectivement, quand quelqu'un, là, on laisse de côté ta fonction, mais quelqu'un qui veut venir immigrer ici au Québec et qui veut se lancer dans sa recherche d'emploi, qui serait déjà peut-être, qui considérerait que son CV ou son profil pourrait correspondre par rapport à ce marché, quel est le conseil, toi, tu lui donnerais? Compte tenu de cette expérience-là où tu as vécu, où il a fallu que tu collectes des recommandations, donc que tu montres ton travail. Il y a beaucoup de choses, mais je pense vraiment que, en fait, il y a quand même une culture à apprendre, à bien vouloir apprendre, d'ouverture. Moi, je sais que mes expériences passées avant d'être rentrée dans le domaine, ce qui m'a beaucoup appris, c'est comment les gens fonctionnent, comment les gens communiquent. C'est tout bête. Euh, et puis, ce qui est valorisé aussi ici. Et puis, après, bien se connaître. Mais je crois que vraiment, c'est ça d'avoir cette flexibilité d'esprit-là et de aller chercher les informations ou s'ouvrir en fait. Aujourd'hui, on est dans une configuration qui permet aux gens d'avoir un profil, par exemple sur LinkedIn, de pouvoir partager du contenu, de pouvoir s'intéresser, suivre les compagnies, les domaines d'activité qui les intéressent, de suivre des gens qui sont influents dans le domaine. Donc pour moi là, c'est comme une espèce de scène qui existe en fait. Pour laquelle on peut faire valoir, suivre les bonnes personnes. Et puis bon, je sais que c'est tout fait en réseau, mais c'est tout bête, c'est des 5 à 7, les rencontres, les conférences, les webinaires. Moi, c'est des gens comme ça que j'ai rencontrés à certains moments et que j'ai pu discuter avec, aller prendre un café. Là, c'est sûr que tout va être virtuel, mais c'est beaucoup ça. Donc, c'est beaucoup d'ouverture et bien vouloir, en fait, se dire que bon, je remets peut-être en question ma vision des choses, comment je pense que les choses vont bien se passer. Je regarde ce qui est valorisé chez les gens. Puis, moi, ce que je dis encore, c'est que c'est quand même un marché où on est jugé par rapport à qui on est, ce qu'on fait. Beaucoup, c'est mon expérience personnelle en tout cas. Et à chaque fois, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Puis j'ai été tout le temps j'étais tout le temps. On m'a donné les chances en fait. On m'a donné les chances, voilà. Mais c'est évidemment beaucoup d'engagement aussi. À côté, faut s'engager et puis il faut voilà. Donc il y a tellement de choses. C'est une grande question. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est se rapprocher, par exemple, des gens qui font le même domaine d'activité. Et puis essayer de rencontrer les gens, écouter les gens parler, écouter les webinaires, les conférences, s'intéresser à ce qui se passe, qui est attendu aussi. Donc vous allez, voilà, des fois il y a des choses, les gens ils ont une idée, c'est d'entrer dans un cadre, mais on n'est pas en France, on est au Québec, donc par exemple les CV c'est tout bête, mais les CV de 5 pages c'est pas grave, enfin, surtout en technologie quoi, bref. Mais donc voilà, c'est une grande question que tu me poses, Sabine. Ben, c'est certain qu'il y aurait beaucoup à en dire là-dessus, mais on est conscient que arriver dans un nouvel écosystème social, c'est découvrir de nouvelles manières de travailler, de nouvelles personnes, de nouveaux codes culturels aussi. Et quand on parle du marché de l'emploi au Québec, les gens s'imaginent que qu'on va transférer le marché de l'emploi qu'on a connu en France et on va l'adapter par rapport au Québec. Et ça, ce n'est pas le cas. Comme tu l'as dit, on est dans une autre démarche quand on est
dans cet environnement-là, il faut apprendre à découvrir ce que l'autre fait, il faut apprendre à entendre ce que l'autre a à dire, il faut écouter les récits, il faut écouter les parcours que l'autre a fait pour comprendre aussi quels sont les enjeux qui pourraient exister et comment aller optimiser aussi son processus dans le milieu de l'emploi, parce que on est dans des univers complètement différents. Tu viens d'aborder la question du CV et c'est vrai. Et des CV ici, les gens ont tendance à penser quand on arrive de France que mon CV, je comprends pas, mais il passe pas. Pourtant, mon CV, il a l'air bon. Mais c'est de là que tu as parlé de la connaissance de soi aussi. Donc, il faut apprendre à se connaître. Et sur le plan professionnel, il y a des informations qu'on ne mentionne pas dans le CV qui ne sont pas considérées importantes parce qu'elles demeurent confidentielles, que là, on va te juger sur tes actions. Voilà, on est dans une société qui juge beaucoup les gens. Pas de photos sur les profils, voilà. Pas de situation matrimoniale. De toutes les façons, là, on parlait de la loi des chartes du Québec. Ça, c'est des éléments tout bêtes que les gens ignorent. Et il faut vraiment apprendre à comprendre ça pour pouvoir se faire, pour pouvoir déjà se donner des chances à avoir un CV qui correspondrait, on va dire, graduellement à ce qu'on attend dans le marché de l'emploi. J'entends aussi, Audrey, ça c'est quelque chose qu'on nous l'apprend toujours dès qu'on arrive en tant qu'immigrant, que le marché de l'emploi ici au Québec, c'est les compagnies à iceberg. Comme on a le marché ouvert qui est celui qu'on voit qui sort de l'eau, qui est entre 20 à 30% d'annonces qu'on peut trouver là, et le 80%, c'est ce qui est sous l'eau, qui est le marché caché. Et souvent, les agences de recrutement comme les tiers, on les trouve dans le 20% qui est dans le ouvert. Comment, justement, toi qui es dans le milieu, quel conseil tu pourrais donner à ceux qui sont dans ce processus de recherche d'emploi, qui viennent d'arriver, qui envisagent de rentrer, comment ils doivent justement considérer ce marché de l'emploi? Premièrement, commencer à connaître son secteur d'activité. C'est qui les gens qui emploient dans leur secteur d'activité? C'est qui ceux qui sont reconnus pour ce qu'on fait? Parce que moi, je suis très spécialisée en TI, mais je veux dire, il y a plein de domaines différents. Savoir qui embauche. Mais puis c'est tellement vrai ce que je dis, Sabine. Moi, ça a été mon expérience, mes premières expériences pour un peu PAC le domaine. Ça a été, puis j'ai bien vu là que j'avais quand même beaucoup de difficultés par rapport à, surtout quand on parle de stage obligatoire dans le bac, mais quand on connaît personne, on n'a pas de famille ou de gens ou qui travaillent dans des compagnies, on a juste des nouveaux amis qui ont notre âge parce qu'on est une jeune étudiante qui vient d'ailleurs. Je les ai vus les gens avoir leur stage tac 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 et moi j'ai dû repousser ma décision parce que j'en trouvais pas. Donc c'était vraiment c'est là où je me suis butée vraiment à ça et je me suis rendu compte ouais c'est vraiment un marché caché. Mais là-dessus je pense que encore une fois quand je parlais d'ouverture c'est ça, c'est vraiment ce qui m'a aidé, c'est vraiment les gens que je connaissais qui m'ont référé, ne pas hésiter en fait à avoir des alliés tout simplement, et puis ne jamais sous-estimer le réseau, faire travailler son réseau en fait. Son réseau, c'est vraiment comme une espèce de toile d'araignée, on ne sait jamais. Et moi, ça a été ça, hein, ça a l'air un peu lointain, ça a l'air un petit peu pas pratique parce qu'on veut une réponse tout de suite, etc. Mais ça fonctionne au moment où ça doit fonctionner. Mais il faut pouvoir s'ouvrir à des gens de notre domaine. En fait, il faut que les gens sachent qu'on est en recherche. Tous les gens. Par exemple, tous les gens qu'on va rencontrer, il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils soient au courant de ce qu'on cherche, ce qu'on est, ce qu'on a apporté et ce qu'on veut. Et puis, c'est beaucoup de ça, c'est tout bête, mais c'est beaucoup de bouche à oreille. Et puis aussi, en fait, il y a notre approche, parce qu'en fait, les gens, souvent, ils arrivent avec, je fais le parallèle avec la France, parce que c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on est. Exactement, c'est ce qu'on connaît, mais très souvent, les gens se disent, bon, de toute façon, ça va être une hiérarchie difficile à avoir, etc. Donc, j'essaie un peu de fixer, d'avoir l'air parfait, de vraiment essayer de répondre ce qu'ils ont envie d'entendre, mais culturellement, c'est pas du tout ce qui est apprécié ici. Nous, les gens, quand ils font les gestionnaires, quand ils veulent rencontrer quelqu'un en entrevue, ils veulent savoir qui es-tu toi, qu'est-ce que tu as apporté, c'est quoi ta personnalité. Et les gens ont tendance à effacer un peu leur personnalité et à être un petit peu très neutre. Et ça, c'est une erreur, en fait, de façon générale. Donc, comment est-ce qu'on se présente, comment est-ce qu'on répond au téléphone, même quand on a un appel, par exemple, pour une entrevue, etc., il ne faut pas hésiter à être qui on est et à s'exprimer, qu'on nous demande de nous exprimer, qu'on nous demande ce qu'on veut, ce qu'on recherche, qu'est-ce qui est important pour nous. Les gens, ils veulent savoir ça. Et ça a été beaucoup
parce qu'on nous apprend beaucoup, par exemple, en France, à essayer d'avoir la bonne réponse, d'être très, très littéraire dans notre façon de s'exprimer, etc. Et moins foncer. Moi, s'il y a une chose que j'ai appris, c'est ça, en fait. C'est de foncer. Et puis, en fait, il faut savoir ce que j'ai, ce que je veux et ce que j'ai à donner. Ben voilà, c'est ça. Et puis, au fur et à mesure, c'est ça qui a apporté ses fruits et les portes se sont ouvertes vraiment beaucoup, quoi, pour moi, à ce niveau-là. Donc, faut pas que les gens aient peur, en fait. À ce niveau-là. Et il faut qu'ils fassent marcher leur réseau, il faut qu'ils aient des alliés. Et puis, moi, ce que j'ai eu dans ma démarche depuis que je suis arrivée, de toutes les façons, ça faisait partie un peu de ma philosophie de m'ouvrir depuis le début. Souvent, les gens, ils restent en communauté. Et ça aide des fois, oui, parce qu'on a des gens qui sont bien placés, qui sont déjà bien intégrés. Sauf qu'il faut pas oublier qu'on arrive finalement au Québec, donc il faut connaître qui sont ces Québécois, qui sont ces gens en fait. Il faut s'ouvrir si on veut prétendre avoir en retour des choses, si on veut prétendre trouver notre place aussi. Donc ça a été ça a été ma façon de voir depuis le début, depuis que j'étais étudiante. Enfin, j'ai eu beaucoup, mes meilleures amies sont québécoises, etc. Et sincèrement, c'est ça qui m'a aidé déjà dans mes premiers emplois, etc. Et puis voilà, donc il faut chercher des alliés finalement, et puis s'ouvrir. Et c'est beaucoup plus facile d'aller avec des gens qui nous ressemblent. C'est naturel, puis c'est rassurant. C'est pas mauvais, il faut être solidaire de toutes les façons. Mais faut jamais oublier qu'il faut s'ouvrir pour comprendre comment les gens fonctionnent, pour pouvoir un jour être intégré, leur faire confiance, et puis et réussir en fait. Voilà, tout simplement. Donc c'est ça, c'est trop vague. C'est extrêmement important parce que c'est ce discours que nous tenons nous-mêmes à l'Arbre du Voyageur, c'est de pouvoir outiller nos ressortissants quand ils arrivent. C'est vrai qu'on a besoin d'avoir un peu ce repérage avec notre communauté arrivée sur place pour ne pas, le cordon ombilical, pour ne pas le couper trop vite là. Mais notre rôle, à nous, c'est ce que nous disons. Il faut apprendre à s'ouvrir aux autres. Et c'est ce travail-là que nous faisons pour aider les gens à comprendre, à arriver dans ce pays avec son fonctionnement, avec ses codes, avec son histoire, avec ses valeurs, qu'il faut apprendre à aller vers l'autre. Donc, ce travail-là, on le fait pour expliquer aux gens, quand on arrive, il faut comprendre comment l'autre fonctionne. Il faut aller s'intéresser à ce qu'il fait. Donc, ce travail de réseautage que nous faisons aussi pour leur permettre d'accéder à des milieux qu'ils ne pourraient pas avoir dans l'immédiat parce qu'on s'entend, construire son réseau, ça prend effectivement un temps. Il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un et qui connaît quelqu'un. Donc, quand on arrive, on n'a pas cette coutume, cette philosophie de réseautage, parce que c'est ici qu'on découvre ça. Donc, les gens, je vais juste rajouter que les gens préfèrent, et je l'ai vu devant moi, embaucher les gens qui connaissent, qui ont été référés par d'autres personnes qui ont moins de compétences qu'un magnifique CV qu'ils voient avec un nom inconnu. Et ça, je l'ai vu beaucoup de fois. Ça m'a des fois choquée. Mais je me suis rendu compte à quel point ils aiment, j'ai confiance en telle personne. Donc, si elle me réfère à telle personne, c'est que c'est bon. Parce qu'elle la connaît et elle sait comment je fonctionne. Donc, déjà, elle et moi, cette personne-là, on se connaît. Donc, on a des valeurs en commun. On a une loyauté en commun. Et si elle prend le temps de me référer cette personne-là, c'est que cette personne-là, elle est comme elle. Donc, du coup, on peut lui faire confiance. C'est exact. Alors, notre midi, on continue en train de filer là. Le temps passe. On est déjà rendu à 12h30. Oui, j'ai l'impression que ça fait 2 minutes qu'on a commencé. Oui, tu vois, ça passe pas, c'est pas très long et il y a des choses à dire, mais écoute, ça a été un plaisir pour moi de te recevoir à ce midi rencontre, de montrer un petit peu ton travail, que tu viens d'en parler. Et ça permet aussi aux gens de comprendre un peu le fonctionnement du marché de l'emploi, ce que c'est qu'une firme de recrutement, c'est quoi être chasseur de tête, c'est quoi aussi ce qu'il y a derrière. Toutes mes félicitations encore pour cette nomination que tu as reçue récemment, là, d'être parmi les 100 meilleurs recruteurs dans le marché, là, au niveau du milieu technologique, informatique. Encore bon succès à toi, hein. Ce n'est que le début, ma chère. Alors, reçois et va de l'avant avec ce que tu reçois. Un petit mot final, est-ce que tu as un petit mot final? La Guadeloupe, comment tu envisages ça en perspective? Est-ce que notre Audrey Delin se verrait bien développer ce concept de chasseur Ça, c'est pas une réponse finale, ça tu vas ouvrir un débat.
non, mais je veux dire, ça, voilà, il y a tellement de choses à dire. Mais en gros, en fait, si le métier existe, c'est parce qu'il y a un marché, il y a des clients, c'est des compagnies internationales, c'est parce qu'il y a une conjoncture qui fait qu'il y a un manque aussi de personnes qualifiées, en fait. Et c'est ce qui fait que le métier de chasseur de tête existe, en fait, et en technologie, parce qu'il y a des projets technologiques. Donc, mettre ça prétendre avoir cette configuration sur une île, c'est pas possible, ça n'existe pas en fait. Après, évidemment, je veux dire comme on s'était dit la dernière fois, en fait, valoriser la Guadeloupe en étant là-bas ou en étant ailleurs, c'est ce qui compte finalement. Et puis quand on n'a pas ce qu'on peut faire sur notre territoire, ben, le faire ailleurs, toujours en gardant un lien. Après, de toutes les façons, j'ai pas dit mon dernier mot là dans le futur. On ne sait pas du tout ce qui peut arriver. Et puis la Guadeloupe reste dans mon cœur quand il arrive. Et si demain j'ai l'opportunité de le faire, mais bien sûr que je serai la première partante. Mais ça prend, comme on dit, ça prend une métropole quand même pour avoir ce genre en tout cas dans mon métier, exactement dans ce que je fais, il faut être dans une métropole qui a ce genre de projet. Et voilà. Merci beaucoup, Audrey, pour ces derniers mots. Alors, on vous dit à tous merci de nous avoir suivis, d'avoir pris ce temps d'entendre un petit peu le partage d'Audrey, qui est, je rappelle, est d'origine guadeloupéenne et qui est directrice des comptes TI au sein d'une firme de recrutement et qui a obtenu récemment le titre de top 100 des meilleurs recruteurs en Amérique du Nord. Ton champ d'expertise au niveau de recruteur, c'est pan-canadien ou seulement au niveau du Québec? Ben, en fait, j'ai reçu le prix de Montréal. Déjà, de Montréal, mais au niveau... Oui, et mon champ d'expertise, c'est beaucoup l'Amérique du Nord principalement. Beaucoup plus le Québec, Montréal, mais j'ai des clients aussi aux US également. OK. Donc, ça, c'est des États qui sont tes clients au niveau de la recherche de tête. Absolument, ça. Exact. Alors, notre midi rencontre s'achève. Je l'ai dit déjà 2 fois, 3 fois, mais voilà. Là, c'est vraiment fini. Il s'achève. On vous remercie d'avoir pris le temps de nous suivre. On revient la semaine prochaine avec un nouvel invité, une nouvelle présentation. Encore merci, Audrey. N'hésite pas si tu as besoin de partager de nouvelles actualités concernant tes projets. Voilà, n'hésite pas. Cette plateforme te reçoit avec joie pour venir en parler, pour motiver aussi notre communauté qui nous observe de loin et de voir qu'on va de l'avant dans ce pays qui nous a reçus, qui nous a ouvert ses bras et qu'on fait notre part également. Alors, au plaisir, Audrey, et à vous tous. À bientôt. Bravo à l'Arbre du Voyageur et merci beaucoup pour l'écoute, Sadine. À bientôt.